Allah, Bid'a, Coran, halal, Khalifa, ulema, Mohammed, Ramadan. Alif, B, C, D. Dans l'islam, le califat désigne un régime politique dans lequel la souveraineté est exercée par un calife. On trouve le terme khalifa dès l'époque des premières décennies de l'islam dans des papyrus trouvés en Égypte dans lequel il désigne le lieutenant d'une personnalité politique ou militaire en poste. La tradition musulmane considère que les 4 premiers souverains de l'islam portaient déjà le titre de calife et qui plus est, qu'ils étaient bien guidés. Mais il faut d'abord considérer que le titre de calife bien guidé est un titre tardif qui a été adopté par la tradition sunnite pour désigner ces 4 premiers souverains comme exemplaires et des modèles pour la communauté musulmane. En revanche, d'autres courants n'ont pas considéré que ces 4 premiers califes étaient tous bien guidés, puisque les chiites en particulier considèrent que seul Ali, le 4e, était légitime et que les autres, Abu Bakr, Omar et Othman, étaient des usurpateurs. Par ailleurs, l'emploi du terme calife pour désigner les premiers souverains de l'islam est probablement anachronique. Si l'on regarde les sources documentaires qui nous sont parvenues, en particulier les inscriptions sur la roche ou sur les papyrus, on se rend compte que le principal titre qui était porté par les premiers souverains de l'islam était le titre de Amir al-Mu'minin, c'est-à-dire commandeur des croyants. À ce titre était rajouté un autre, qui même le précédait, et qui était le titre de Abdallah, c'est-à-dire serviteur de Dieu. L'autorité du calife à l'époque omeyyade, c'est-à-dire jusqu'en 750, est immense puisque le calife considère qu'il tient ses pouvoirs de Dieu et qu'il doit mener les musulmans jusqu'au salut. L'autorité califale se voit concurrencée au début du IXe siècle par l'émergence des savants, les oulémas. Ceux-ci se considèrent comme dépositaires d'un savoir qui est transmis depuis les débuts de l'islam et qui remonte directement au prophète. Leur autorité concurrence dès lors celle du calife, d'autant plus que ces savants se structurent à cette époque-là autour de grandes écoles juridiques et théologiques. Le territoire du calife était extrêmement grand et donc extrêmement difficile à gouverner. Dès la fin du 8e siècle, il a éclaté, notamment lorsque la péninsule ibérique, qu'on appelle l'Andalous, a pris son autonomie sous l'autorité d'un gouverneur omeyyade local. Au 9e siècle, les prises d'autonomie se sont multipliées, comme en Égypte avec la dynastie des Toulounides. Une évolution majeure a lieu au début du Xe siècle lorsque une dynastie ismaélienne, qu'on appelle les Fatimides et qui se réclame de Fatima, la fille du prophète, s'empare du pouvoir dans la Tunisie actuelle. Il déclare un nouveau califat avant de s'emparer de l'Égypte et d'une partie de la Syrie. Dans la foulée, l'émir omeyyade d'Al-Andalus se déclare calife. Ce qui fait que, après 929, on se retrouve avec un monde musulman qui est séparé entre 3 califats rivaux. Pour les musulmans, à cette époque, le califat est une institution avant tout arabe et le calife ne peut être qu'arabe, qui plus est de la tribu de Quraysh, qui est la tribu du prophète. Or, lorsque de nouveaux pouvoirs apparaissent comme celui du sultan à la fin du XIe siècle, ces nouveaux pouvoirs ne sont pas arabes, mais turcs ou berbères. Et par conséquent, ils ne peuvent pas prétendre au titre de calife. En revanche, ils ont besoin de la légitimation que peut leur apporter le calife abbasside. Anne-Laure Dupont, historienne, maître de conférence à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Aux époques modernes et contemporaines, avec le développement de l'Empire ottoman, le califat continue à se transformer. Je rappelle qu'après la prise de Bagdad par les Mongols, il n'était devenu qu'un titre honorifique parmi d'autres. Les sultans ottomans se mettent, eux, à le porter à partir des 15e, 16e siècles, après avoir conquis Constantinople et le sultanat mamelouk, et être ainsi devenus les protecteurs des lieux saints de l'islam. Ce n'est pourtant qu'au XVIIIe siècle qu'ils s'intéressent vraiment au califat,
Dans un traité signé en 1774 entre l'Empire ottoman et la Russie, le sultan, pour la première fois dans un accord international, est mentionné comme calife. Il a perdu la guerre, perdu la Crimée au profit de la Russie, mais il compense ses pertes en mettant en avant le titre toujours prestigieux de calife, qui lui permet de garder une autorité morale et spirituelle au-delà de son empire. Un siècle après le traité russo-ottoman de 1774, Abdulhamid II inaugure son long règne, 1876-1909, par une constitution qui définit le sultan d'une part comme souverain des Ottomans, d'autre part comme calife suprême, protecteur de la religion musulmane. Une sorte de califat universel est ainsi instauré, pivot d'une politique d'union de l'islam que les Européens appellent d'un néologisme, panislamisme. Ceci peut être considéré comme une politique de résistance à la domination coloniale qui touche alors de nombreux pays musulmans, mais pas seulement. Le califat est aussi à usage interne. Il rappelle le caractère musulman d'un empire qui est en plein processus de réforme, les Tanzimat, et dont la nouvelle législation fait voler en éclats le fiqh, c'est-à-dire les doctrines et normes juridiques islamiques. Bien que non arabe, contrairement à la doctrine, et impuissant à unir les musulmans, le califat ottoman est une référence au Maghreb, en Égypte et surtout en Inde, où il participe à l'émergence des luttes anticoloniales. Dans l'Empire ottoman lui-même, les Arabes sont les principaux bénéficiaires de la politique du califat et ne s'en plaignent évidemment pas. Mais il y a des milieux réformistes et modernistes qui reprochent à Abdulhamid II d'utiliser la religion pour légitimer son pouvoir et, après les massacres des Arméniens en 1895, de donner une image déplorable du calife. L'idée que les Arabes sont une nation distincte des Turcs et les détenteurs légitimes du califat fait donc peu à peu des adeptes. Et en 1916, en pleine guerre mondiale, l'émir de la Mecque, le shérif Hussein, membre de la famille arabe des Hachémites, va jusqu'à s'allier aux Anglais et lancer un djihad contre les Ottomans. Son but, créer un royaume arabe, établir à la Mecque un califat arabe. Institutionnalisé en 1876 par une constitution étrangère à la tradition islamique, le califat de même est aboli par un parlement, la Grande Assemblée nationale de Turquie, le 3 mars 1924. Ceci s'explique par la défaite ottomane en 1918 et par l'émergence du mouvement kémaliste qui provoque l'abolition du califat dès 1922 et fonde un nouvel État républicain et laïque, la Turquie. Le califat est alors extrêmement faible, mais son abolition a de fortes répercussions, notamment sur le plan idéologique. Elle suscite en effet des débats, moins sur la nécessité ou non d'un calife que sur la place de la charia dans la législation des nouveaux États successeurs de l'Empire ottoman. En 1926, se réunit au Caire un congrès du califat chargé d'élire un nouveau calife. Évidemment, il n'y parvient pas, les musulmans sont trop divisés, mais la pratique de la concertation entre États musulmans, elle, s'instaure. Pierre-Jean Luizard, historien de l'islam dans les pays arabes contemporains, directeur de recherche au CNRS. Le califat, comme on le sait, a été aboli par Mustafa Kemal en 1924 et à la suite de cette décision, le monde musulman, on peut le dire, a été orphelin d'une institution qui confondait le pouvoir politique et le pouvoir spirituel. Dès lors, il va y avoir une utopie, un idéal chez un certain nombre de musulmans qu'on peut regrouper entre les mouvements islamistes qui vont accorder un crédit à une participation aux jeux politiques, les frères musulmans notamment,
Ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les islamistes et des salafistes qui vont, eux, au contraire, par haine de la politique, attendre le califat, mais dans l'ombre, à travers une période de traversée du désert qui va se prolonger pendant plusieurs dizaines d'années. En juin 2014, un simple groupe salafiste en Irak et en Syrie a proclamé un nouveau califat sur des territoires sans limite, avec une grande différence évidemment entre le califat ottoman, qui était une institution reconnue par l'ensemble des autorités religieuses sunnites, et ce nouveau califat salafiste djihadiste qui ne va bénéficier d'aucune bénédiction, d'aucune autorité religieuse. Cette proclamation est à mettre dans le contexte que vivaient les deux pays arabes, l'Irak et la Syrie, et notamment à la déliquescence des deux États, irakiens et syriens, et à l'échec en ce qui concerne l'Irak de l'intégration de la communauté arabe sunnite dans le jeu politique depuis 2003, depuis l'invasion américaine. En ce qui concerne la Syrie, on voit que l'occupation américaine de l'Irak et le printemps arabe en Syrie ont finalement abouti au même résultat, qui va ouvrir grand les portes à cette nouvelle institution à partir d'un ressentiment commun des sunnites, des arabes sunnites irakiens et syriens contre le régime en place à Damas et à Bagdad.